Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité à 15h, un soldat français tué au Mali dans un combat contre un groupe terroriste. Le caporal-chef Maxime Blasco avait 34 ans. Il avait été plusieurs fois décoré pour ses actes héroïques. C'est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013. Également à la une, les riverains de Pantin et d'Aubervilliers qui manifestent. Ils sont inquiets du déplacement aux portes de leur commune en Seine-Saint-Denis d'usagers de crack depuis le Jardin des Halles à Paris vers une place tout proche de la porte de la Villette. Thomas Herman était sur place pour BFM TV. La colère également contre les projets d'éoliennes en mer au Havre, à Cherbourg ou à Dunkerque où les pêcheurs sont notamment vent debout et manifestent ce samedi. Reportage dans ce journal. Et puis nous suivrons l'évolution de l'éruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries. La population continue d'être évacuée et l'aéroport a dû être fermé. Ce qui inquiète, c'est la progression sur place de la lave vers la mer et la propagation dans l'air des fumées de dioxyde de soufre jusqu'en France. L'armée française de nouveau endeuillée. Un soldat appartenant au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère a été tué au combat au Mali. Maxime Blasco, 34 ans, avait été décoré plusieurs fois pour actes de bravoure. Camilla Giudice, Johan Chérifi et Julien Appalo. C'est lors d'une mission de reconnaissance dans la zone à haut risque des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, que le caporal-chef Maxime Blasco a été tué vers midi hier. Vendredi matin, nous avions un drone Reaper qui faisait des missions de surveillance. Une dizaine de terroristes avec de l'armement ont été détectés et donc il a été décidé de faire décoller une patrouille de 2 hélicoptères d'attaque Tigre et d'autre part 3 hélicoptères NH-90 avec à leur bord une trentaine de commandos montagne. Maxime Blasco était tireur d'élite et faisait partie de ces commandos de montagne. Au cours de la mission, après le survol en hélicoptère, ils sont déployés au sol. Rapidement, ils sont pris pour cible par un tireur. Un groupe de commandos a été envoyé au sol. C'est à ce moment-là que le caporal-chef Maxime Blasco a été touché par un tir d'un djihadiste embusqué. Il a été grièvement blessé et il est décédé peu après. Maxime Blasco est le 52e soldat français tué au combat au Sahel dans des opérations anti-djihadistes depuis 2013. Avec nous en direct, le colonel Pascal Yanni. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'état-major des armées. Ce n'était pas n'importe quel soldat qui a péri au Mali. Il avait fait preuve d'un courage exceptionnel. Qui était, selon vous, Maxime Blasco ? Bonjour, donc Maxime Blasco était effectivement un soldat exceptionnel, comme ça a été dit précédemment. C'était un soldat qui s'était très tôt distingué parmi les meilleurs. Il a été engagé à de nombreuses reprises. Il est parti 5 fois dans la BSS au cours des 5 dernières années. À chacun de ces déploiements, il s'est distingué par son courage, par sa bravoure. Et hier, il est mort en héros. Je pense qu'on peut dire que Maxime Blasco, aujourd'hui, c'est la figure du héros pour les armées françaises. Quelle était précisément sa mission au Sahel et dans quelles conditions a-t-il été tué ? Alors, sa mission au Sahel, il faisait partie d'un groupe commando, du groupement commando de la force Barkhane, où il était tireur d'élite. Il avait déjà été déployé dans Barkhane au sein de ce groupement commando et avec la même fonction. C'est d'ailleurs en tant que tireur d'élite qu'il s'était distingué en juin 2019 en sauvant un pilote et un copilote Gazelle. Et ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a engagé un groupe de commando d'une trentaine de commandos au sol à proximité de la frontière burkinabé, à 15 km à peu près, sur le territoire malien, dans la forêt de Ndaki, une zone boisée, pour reconnaître une zone dans laquelle on avait détecté une dizaine d'éléments d'un groupe armé terroriste. Et c'est au cours de cette reconnaissance que le caporal-chef Maxime Blasco a été pris à partie à bout portant, à très courte distance. Il a été grièvement blessé, le tireur embusqué a été neutralisé et malheureusement le caporal-chef Maxime Blasco est décédé des suites de ses blessures malgré les premiers soins qui lui ont été prodigués par l'équipe de secours qui était présente dans le groupe de commando. Alors, le décès de Maxime Blasco porte à 52 désormais le nombre de soldats qui ont été tués au combat au Sahel depuis le début des opérations Serval puis Barkhane en 2013. On connaît la solidarité évidemment qu'il y a entre tous les frères d'armes là-bas. La perte d'un des leurs, l'un de ces militaires, on imagine que c'est une épreuve pour eux aussi sur place. Je pense que le mot solidarité convient parfaitement. Je citerai un historien militaire qui dit que la mort est une hypothèse de travail pour les militaires et pour les armées. La mort fait partie de notre travail, nous savons que nous prenons des risques
Nous sommes formés à cela, nous sommes entraînés pour faire face à ces risques et pour les gérer au mieux. Et ce qui fait la force d'une troupe, et ce qui fait la force aujourd'hui des troupes comme les bataillons, les chasseurs alpins ou les groupes commandos montagne, c'est justement cette capacité à faire face à la douleur, à faire face à des pertes humaines pour continuer à remplir la mission. Colonel Yanni, est-ce que la mission est devenue plus dangereuse pour nos soldats ? Cette mission, cette opération Barkhane et l'opération Serval-Avant, cette opération Barkhane a toujours été dangereuse parce que les conditions d'engagement sont par définition extrêmement difficiles, compte tenu des conditions climatiques, des conditions géographiques. Nous faisons face à un ennemi qui refuse le combat, qui se mêle à la population, qui mène un combat que l'on qualifie d'asymétrique, qui utilise des pièges, des IED. Donc c'est un combat difficile, mais c'est un combat dans lequel on progresse. Et surtout, c'est un combat qu'on mène avec nos partenaires sahéliens et avec nos alliés européens, les alliés européens qui nous rejoignent toujours en plus grand nombre. Et c'est un combat qu'on réussit à maîtriser. Alors, sans parler de désengagement, mais plutôt de réorganisation peut-être, combien de temps encore l'armée française va rester sur place ? Alors effectivement, je pense qu'il ne faut surtout pas utiliser le mot désengagement. On parle plutôt d'adaptation du dispositif militaire dans la bande sahélo-saharienne, qui va se traduire par le transfert de certaines emprises vers les forces armées maliennes et vers la mission des Nations Unies, la MINUSMA. On va transférer la base de Kidal, la base de Tessalit et la base de Tombouctou avant la fin de l'année, comme l'a décidé le président de la République en juillet dernier. Et cette adaptation, elle va en fait... On va basculer vers une nouvelle opération qui sera plus centrée sur le partenariat de combat avec les armées sahéliennes qui continuent à monter en puissance, et ça il faut le rappeler, vers plus de coopération. Et bien sûr, la lutte contre les groupes armés terroristes restera une priorité absolue et restera la ligne rouge de notre engagement dans les prochaines années. Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère de la Défense, disait sur notre antenne ce matin qu'une cérémonie d'hommage aurait lieu la semaine prochaine pour Maxime Blasco. Est-ce que vous avez davantage de précisions ? Non, je n'ai pas de précision à vous apporter sur ce sujet. Elle va avoir lieu dans les prochains jours. C'est lié à des données logistiques. Et je pense que surtout, ce sera organisé par l'armée de terre avec la famille du caporal-chef Maxime Blasco, qui doit faire maintenant l'objet de toute notre attention. Dans l'actualité également, 130 consommateurs de crack ont été évacués hier des Jardins des Halles dans le nord-est de Paris. Ils ont été amenés tout près de la porte de la Villette. Et tout près de là, la construction d'un mur de séparation entre Paris et Pantin, de l'autre côté du périphérique, suscite un véritable tollé. Les précisions de Thomas Herman. Le mur entre Paris et Pantin est désormais construit. Il a été commandé par la préfecture de police, notamment Didier Lallemand. Alors, il y a deux choses à dire sur ce mur. Le concept, c'était d'interdire l'accès aux toxicomanes qui sont juste derrière, qui sont sur le square au niveau de la porte de la Villette, de traverser de Paris en direction de Pantin. Dans les faits, ce que nous disent également les habitants, c'est qu'il y a plusieurs accès pour traverser Paris-Pantin, notamment par l'accès voiture, en passant en dessous le périphérique. Les habitants ne voient pas l'utilité de ce mur. Et puis, il y a également le quotidien qui se dégrade de ces habitants qui habitent soit Paris 19e, soit à Pantin, soit à Aubervilliers. Certains riverains nous disent que depuis hier, il y a déjà des altercations entre les toxicomanes et les habitants à la fois de Paris, Pantin et Aubervilliers. Écoutez l'une de ces habitantes au micro d'Alexia Ferret. Ils sont déjà venus dans ma rue, chez le boucher, un peu agressifs. On m'a demandé de l'argent, on m'a demandé mon sandwich. Il y a une dame qui s'est fait agresser, on a voulu lui piquer son téléphone. Il y a eu de la bagarre parmi les tox, il y a une fille qui a agressé des journalistes. Enfin, voilà, ils sont à cran. Ils sont à cran et personne ne propose de solution. Apparemment, on déplace le problème et plus ça va. Donc, on a déjà assez de misère ici. On nous redéplace de la misère sur la misère, quoi. Les riverains sont mobilisés depuis hier. Ce matin, il y avait eu plusieurs réunions entre collectifs à la fois à Aubervilliers, à Pantin et Paris 19e, avec la présence également des collectifs de rue Riquet et de rue d'Aubervilliers dans le quartier de Stalingrad. Tous souhaitent monter des actions dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour alerter les pouvoirs publics et notamment l'État et en premier Gérald Darmanin. Dans l'actualité également de ce samedi, les antipasses sanitaires à nouveau dans la rue aujourd'hui en province, mais aussi à Paris. Dans la capitale, il y a plusieurs cortèges. Celui qui est emmené par Florian Philippot, le président du mouvement Les Patriotes, et également un cortège emmené par des gilets jaunes qui est parti de la gare de Lyon, qui va se rendre au Sacré-Cœur. On va rejoindre notre reporter qui est du côté de l'avenue Philippe Auguste. Y a-t-il beaucoup de monde dans ce cortège ?
Oui, c'est un petit peu difficile à dire, mais selon nos estimations, ils sont environ 2000 manifestants dans ce cortège et la manifestation, bien pour le moment, se passe assez tranquillement. L'ambiance est même bon enfant. Les manifestants avancent en musique, direction, donc vous l'avez dit, le Sacré-Cœur dans le 18e arrondissement. Pour le moment, donc oui, le cortège est dans le 11e arrondissement, avenue Philippe-Auguste, et a quitté, comme prévu, à 14h, la gare de Lyon tout à l'heure. Alors on le rappelle, cette manifestation est à l'initiative d'un groupe de Gilets jaunes et justement, les Gilets jaunes sont très présents dans ce cortège, surtout en tête de cortège. Et on le voit au fur et à mesure des semaines, et bien finalement, la manifestation est de moins en moins hétérogène, du moins dans ce cortège de Gilets jaunes, puisqu'il n'y a plus de famille et il y a surtout beaucoup de Gilets jaunes. Alors, quant aux revendications, eh bien, on les connaît désormais, ce sont les mêmes que les 10 samedis précédents. Les personnes avec lesquelles j'ai discuté m'ont dit ne pas être contre le vaccin, mais pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire. Et justement, le mot liberté ressort encore une fois sur de nombreuses pancartes. Comme dans de nombreux chants, on entend beaucoup les chants liberté, résistance ou encore des chants hostiles à la politique du chef de l'État et au pass sanitaire. Des chants que l'on connaît bien, Macron, ton pass, on n'en veut pas par exemple. Un mot sur les forces de l'ordre, enfin, le cortège est assez compact et tout se passe bien car on le rappelle, il est bien encadré par la gendarmerie mobile qui est en tête, en fin de cortège mais aussi sur le côté. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc au cœur de cette manifestation parisienne menée par les Gilets jaunes entre la gare de Lyon et le Sacré-Cœur. Et on vous le disait, à peu près 185 manifestations aujourd'hui en région. On prend la direction de Nice, dans les Alpes-Maritimes également, où le cortège est parti de la place Garibaldi à 14h, avec une manifestation qui hier encore avait été interdite en partie par le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait sur demande du maire Christian Estrosi, qui avait pris un arrêté pour interdire la tenue de manifestation dans le centre-ville et sur les grands axes commerçants notamment. La semaine dernière, on le rappelle, 6000 personnes étaient dans le cortège niçois selon les organisateurs et entre 1500 à 2000 selon la police, des chiffres qui diminuent en tout cas de semaine en semaine. La politique à présent, primaire ou congrès chez les Républicains, le verdict des militants, c'est pour aujourd'hui. Loïc Besson, vous êtes au siège des Républicains où Christian Jacob annoncera en fin de journée les résultats des votes des militants pour choisir donc le mode de désignation de leur candidat pour 2022. Oui, enfin, les choses commencent à s'éclaircir à droite à 18h30 exactement. Vous l'avez dit, on connaîtra donc les résultats du scrutin. Une primaire ouverte à tous les citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de droite et du centre et qui acceptent d'être fichés en quelque sorte de façon nominative au sein du parti, ou bien un congrès fermé, réservé aux seuls adhérents LR inscrits 15 jours avant le scrutin. C'est la question qui est posée depuis hier, 18h aux 80 000 adhérents LR par vote électronique. Un tiers avait déjà voté à la mi-journée, sauf surprise. Je peux déjà vous le dire, ces militants devraient préférer garder la main sur la sélection du candidat. C'est en tout cas ce qui ressort de cette vaste enquête d'opinion commandée par le parti, rendue publique cette semaine. Étude qui conforte d'ailleurs personnellement Xavier Bertrand. Alors lui n'a pas prévu de réagir à ces résultats, mais ce n'est pas un hasard s'il a laissé entendre ces derniers jours qu'il pourrait finalement se soumettre à un congrès. Alors bien sûr, il espère toujours être le seul candidat à ce moment-là, mais se faire simplement adouber. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Il est loin d'avoir plié match dans les sondages comme il l'espérait. D'ailleurs, dans cette même étude, il est toujours talonné par Valérie Pécresse, en particulier auprès des seuls sympathisants LR. Et c'est quand même ce qui comptera en cas de congrès. Alors elle plaide pour une primaire, mais elle l'a dit, elle acceptera la règle, même si c'est le congrès qui est choisi. Xavier Bertrand qui finit par se soumettre à un congrès alors qu'il rejetait jusque-là une primaire déjà jugée trop restrictive. C'est bien un signe qu'il se sent acculé. Voilà ce que nous dit l'entourage de la présidente de la région Île-de-France. L'objectif étant d'avoir bien sûr un candidat à droite début décembre, le 4 décembre. Merci Loïc Besson avec Adrien Fache en direct de Paris. Et puis du côté d'Europe Écologie Les Verts, le vote pour le second tour de la primaire débute lui aujourd'hui en ligne et jusqu'à mardi, les votants qui doivent choisir entre les deux finalistes Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Il y a un sujet qui intéresse les Verts, c'est les éoliennes. La colère contre ces projets d'éoliennes en mer, il y en a plusieurs, comme on peut le voir, regardez sur cette carte. Une dizaine de projets de parcs éoliens en mer. Parmi les personnes les plus remontées, les pêcheurs notamment, à Dunkerque où ils ont manifesté ce matin. Les précisions sur place de Lionel Top. Entre 100 et 150 manifestants ont défilé dans les rues de Dunkerque pour dire non au projet éolien, mais surtout pour réclamer un référendum local sur ce projet qui prévoit l'installation d'ici 2026 de 46 éoliennes de 300 mètres de haut à 10 km des plages, 46 tours Eiffel pour reprendre leur terme. Un projet démesuré, inutile. Écoutez le président de l'association Vent debout, il est au micro de Marine Kijek.
Au départ, j'étais pas forcément contre ce projet, j'étais plutôt même pour les énergies renouvelables. Sauf que j'ai été au débat public et quand j'ai entendu les détails, c'est-à-dire 46 éoliennes de 300 mètres de haut à 10 km de la plage, j'ai vraiment été choqué. Et je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire. Je pense qu'il faut vraiment informer les citoyens parce que moi qui étais plutôt informé du projet, je savais même pas les détails. Donc les personnes qui sont même pas au courant du projet, je me suis senti le besoin et le devoir de le faire, quoi, en tant que citoyen, de montrer aux gens que ce projet n'est pas aussi vert, aussi propre et aussi bien pour le territoire qu'on veut bien nous le faire croire. Des opposants au projet qui dénoncent le manque de concertation avec les élus locaux. Leur demande de référendum local a d'ores et déjà été refusée par le maire de Dunkerque et le président de l'agglomération. Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, est venue ici à Dunkerque au mois de mai dernier sur ce thème de l'éolien en mer. Il n'y a pas eu de rencontre. Le seul recours sur lequel ils peuvent véritablement compter aujourd'hui vient de la Belgique, toute proche. Les Belges qui ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Lille pour s'opposer au projet, en l'état en tout cas. L'actualité politique à l'étranger, en Allemagne, quelques 60 millions de citoyens sont appelés à voter demain pour élire leur député et aussi celui ou celle qui remplacera Angela Merkel après tout de même 16 années passées à la chancellerie. Ouais, c'est effectivement, ça va laisser un grand vide au cœur de cette élection. Il y a notamment la défense du climat, reportage à Berlin de Dominique Marie et David Couloum. Des marches comme celle-ci, des marches pour le climat, il y en a partout dans le monde. Mais à Berlin, à l'approche des élections fédérales allemandes, elle prend évidemment une résonance tout à fait particulière. On est devant le Bundestag, le vrai lieu du pouvoir en Allemagne. Un parlement qui a entériné la sortie du nucléaire tout en réintroduisant les centrales à charbon. Pour les Allemands rassemblés ce jour-là, Angela Merkel n'a pas été à la hauteur des enjeux climatiques. Ce que je me demande maintenant, c'est elle est où la chancelière du climat? Il y a beaucoup de mesures qu'elle n'a pas prises. Ce que j'attends désormais, c'est qu'il y ait un changement radical dans la politique climatique. À quelques pas du bureau d'Angela Merkel, qui se situe juste derrière moi, il y a des militants qui, face à l'urgence de la situation, ont décidé d'être beaucoup plus radicaux. On va à leur rencontre. Léa a 24 ans, Henning 21 ans. Voilà 27 jours qu'ils ont débuté une grève de la faim. 27 jours qu'ils attendent que les principaux candidats prennent en compte leurs revendications. Les politiciens ne parlent pas sincèrement de ce qui est en train de se passer. On est en train d'aller vers 2 degrés de réchauffement en trop. En Allemagne, on a déjà franchi les 1,5 degrés. Un tiers de la population mondiale vit déjà avec 1,5 degré en trop. En Allemagne, la jeunesse est mobilisée pour manifester. Mais ira-t-elle pour autant voter en masse demain? Aux dernières élections, le vote des jeunes avait dopé les résultats des Verts. À l'étranger, toujours la situation aux Canaries, le volcan Cumbre Vieja a connu une nouvelle éruption. De violentes explosions ont eu lieu et cet important nuage de cendres a conduit les autorités à ordonner l'évacuation de plusieurs quartiers de la ville d'El Paso. Des vols ont par ailleurs été annulés. Comment expliquer ce phénomène? Et précision de Jacques-Marie Bardin-Dzef, vulcanologue qui était avec nous tout à l'heure. L'éruption dure depuis déjà 6 jours, depuis dimanche dernier. Elle a commencé par des fontaines de lave, des coulées de lave. Et c'est vrai que depuis hier soir, elle a plutôt augmenté, elle est devenue plus explosive. C'est en fait que des cendres sont éjectées et le panache atteint 4,5 km de haut et projette des cendres assez loin. Donc bien sûr, les cendres vont plus loin que les laves. Donc il faut que les autorités, ce qu'elles font tout à fait bien, augmentent le périmètre de sécurité et d'évacuation. Un tel événement est-il exceptionnel ou pas? Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que c'est pas commun. En général, ces genres d'éruptions, elles commencent très fortes. Elles projettent des fontaines de lave, donc le volcan se purge un petit peu. Et après, l'éruption prend une vitesse de croisière, on va dire un peu moins forte, et puis ça dure pendant quelques jours ou quelques semaines. Et là, c'est vrai qu'on a depuis 6 jours des va et des viens, des changements d'intensité. Là, il y a une augmentation. Donc, on pense, enfin mes collègues pensent aussi, mes collègues espagnols, qu'il y a des réalimentations de magma en profondeur. Et d'ailleurs, ils ont enregistré des séismes, 3 séismes cette nuit, à 11, 12 et 13 km. Ça veut dire que non seulement le volcan ne se décharge pas complètement, mais il est rechargé en profondeur. Et donc, chaque recharge se traduit par un nouveau pulse. Donc, c'est vrai que là, il y a des variations dans les jours qui suivent. Alors ça c'est pour ce qu'il se passe sur place aux Canaries, mais il y a aussi cet immense nuage de fumée qui survole actuellement plusieurs pays. Déjà, la France en fait partie. Et il est constitué de quoi ce nuage ? Alors, ce qui se passe, c'est des gaz dissous. Dès que le magma arrive en surface, la pression baisse, donc les magmas sortent, les gaz sortent du magma. Donc ces gaz, ce sont d'abord de la vapeur d'eau, ce qui est la moins dangereuse. Elle est chaude, mais elle est moins dangereuse. Après du gaz carbonique, ensuite du dioxyde de soufre.
Et le dioxyde de soufre, c'est une formule SO2. Ça s'associe à l'eau, H2O, pour faire H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Donc ça fait des petites billes, ce qu'on appelle des aérosols, un nuage qui est un peu bleuté et qui sort du magma, qui sort de la bouche éruptive, qui sort de la lave et qui se répand autour de la zone. Donc c'est toxique pour bien sûr l'écosystème, pour les habitants, pour les êtres vivants. Ça brûle les yeux, le nez, ça asphyxie, ça peut être absorbé par les voies digestives et respiratoires. Et ce panache de gaz et de cendres est emporté par le vent. Donc bien sûr, tout dépend du sens du vent. Donc en ce moment, le vent va vers le nord-est, donc va plutôt vers le Maroc, l'Espagne et la France. Mais tout en étant emporté, il se dilue et il change d'altitude. Donc là, ce sont mes collègues météorologues qui pensent que le nuage qui arrive en France est suffisamment dilué et suffisamment haut pour ne pas présenter de danger important pour la population. Un tout autre sujet, attention, à partir du 1er novembre prochain et jusqu'au 31 mars, votre voiture devra être équipée de pneus hiver ou alors vous devrez avoir dans votre coffre des chaînes si vous souhaitez circuler dans des zones montagneuses déterminées par arrêté préfectoral. Cela concerne, vous le voyez sur cette carte, près de la moitié des départements de l'Hexagone. Une mesure qui découle de la loi Montagne 2 publiée cette année au journal officiel pour offrir, selon les autorités, plus de sécurité sur les routes. Jérémy Charrier avec Olivier Jouglard. Pneus hiver ou encore chaîne à neige. À partir du 1er novembre, il vous faudra choisir si vous habitez un des 48 départements de zones montagneuses concernés par la loi Montagne 2. À compter de cette date, les automobilistes sans exception devront s'équiper. C'est mieux au moins comme ça, surtout pour les touristes quand ils viennent en montagne, parce que des fois ils nous embêtent un petit peu et ils viennent avec des pneus route et puis ils n'arrivent pas à rouler sur la neige, quoi. Je trouve que 48 départements ça fait beaucoup. C'est vrai que dans le Rhône, moi ça fait 7 ans que je suis ici, on n'a pas vu beaucoup de neige en 7 ans. Alexandre Monard, directeur d'un centre d'équipement automobile à Bron, à côté de Lyon, se tient prêt à répondre à la demande. On a commencé à s'équiper déjà depuis plusieurs semaines sur tout ce qui est partie pneumatique et on prévient tous nos clients qui sont ici présents en centre et qui souhaitent changer des pneus de cette loi et après, suivant leurs besoins, on les oriente sur la marque et le produit qu'ils souhaitent. Pour 4 pneus hiver, comptez au moins 400 € et entre 49 et 89 € pour des chaînes textiles ou métalliques. Mais dans son magasin d'équipement automobile à Saint-Bonnet-de-Mur, dans le Rhône, Stéphane Léon conseille surtout les clients en fonction de leur utilisation. Si, dans le cadre de leur travail, ils sont amenés à aller dans ces départements où c'est obligatoire, là, effectivement, il ne faut pas se poser de questions. Il faut partir sur 4 pneus hiver. Par contre, pour une clientèle qui va, par exemple, en station 2 à 3 fois par mois, là, on leur dit, partez sur des chaînes, soit textiles, soit métalliques. Des nouveaux panneaux signaleront l'entrée ou la sortie des zones concernées par la loi. Les automobilistes qui ne la respecteront pas risqueront 135 € d'amende et une immobilisation du véhicule. 15h21, restez avec nous à suivre sur BFM TV ce mur au centre des polémiques. Il est construit à la hâte pour empêcher des toxicomanes de passer de Paris à Pantin en Seine-Saint-Denis, juste de l'autre côté du périphérique, au niveau de la porte de la Villette, où 130 toxicomanes ont été évacués hier. Sur place, les riverains ne cachent pas leur colère. A tout de suite.